Nous l'avons dit d'emblée, Zola ne croit pas au réalisme. Définissant l'œil de l'artiste comme un verre déformant posé sur le monde, il note qu'une fine poussière grise trouble sa limpidité. Tout objet, en passant par ce milieu, y perd de son éclat, ou plutôt s'y noircit légèrement. Les lignes y deviennent plus plantureuses, s'exagèrent, pour ainsi dire dans le sens de la largeur. La vie s'y étale grassement, une vie matérielle et un peu pesante. Pourtant, loin de reprocher à l'écran réaliste sa part de mensonge, Zola y voit au contraire le gage du tempérament de l'artiste. Toutes mes sympathies, écrit-il à Valabrègue, sont pour l'écran réaliste. Seulement, je ne puis admettre qu'il nous donne des images vraies. J'affirme qu'il doit avoir en lui des propriétés particulières qui déforment les images, et qui par conséquent font de ces images des œuvres d'art. Or c'est précisément cet élément individuel qui effarouche les maîtres des beaux-arts. Après avoir bouté hors du salon les Courbet et les Millet, gens accusés de ne pas se laver les mains, ils ont acclimaté les sujets vulgaires à leur mode. Ils ont endimanché les servantes, les paysannes et les pauvresses. Le grand épouvantail, croyez-le, écrivait Zola dès 1866, ce n'est pas le réalisme, c'est le tempérament. Lorsqu'il publie La Terre en 1887, le réalisme tourne au folklore rassurant. Il ne se passe pas un salon où l'on expose des toiles représentant les travaux des champs. Les foins de Bastien-Lepage font sensation au salon de 1878, et La Paye des moissonneurs de Léon l'Ermite sera le clou de l'exposition universelle de 1889. Après le traumatisme de la Commune, l'éternel recommencement des travaux des champs semble pouvoir conjurer les soubresauts de l'histoire. Le paysan, que Balzac considérait comme une bête sauvage, devient même le modèle des vertus bibliques et de la soumission politique. Les toiles de Millet, où les contemporains voyaient ressurgir le spectre des jacqueries, sont alors devenues une valeur sûre aux yeux des bien-pensants. Pourvu qu'on choisisse bien les toiles, le peintre de Barbizon est désormais récupérable. La Mort et le bûcheron, refusé au salon de 1859, semble prêcher la résignation. On ne perçoit plus aucune révolte chez ce paysan à bout de fatigue et de misère qui a imprudemment invoqué la mort. Zola refuse ce réalisme édifiant. S'il y fait allusion dans La Terre, c'est pour évoquer la bonne parole véhiculée dans les campagnes par les livres de colportage. Égrénant de sa voix annonnante d'écolier la litanie des malheurs passés de Jacques Bonhomme, Jean termine sur l'image de la peste noire. C'était la grande mort dont on voit le squelette géant dominer les temps anciens, rasant de sa faux le peuple triste et blême des campagnes. Ce Millet sentimentaliste, dont l'Angélus pourrait être l'emblème, n'est pas celui de Zola. Dans les 3 coups de l'Angélus, Jean n'entend rien d'autre que le signal du déjeuner. Son paysan, ce n'est pas le ramasseur de pommes de terre résigné qui rend grâce à Dieu de lui avoir accordé son pain quotidien, c'est le mécréant sourdement révolté contre les nantis et contre la morale bourgeoise. Buteau est avide et cruel, Hilarion est une brute incestueuse, quant à la grande, elle engueule le bon Dieu qui lui a envoyé la grêle. Sacré cochon là-haut, tu ne peux donc pas nous foutre la paix? Avec Jésus-Christ enfin, le braconnier paillard et feignant qui parodie le sacré jusque dans son nom, on est aux antipodes de la résignation. Jésus-Christ regrette de ne pas avoir saigné les bourgeois de Cloyes en 1848. Le Millet de Zola, c'est celui des toiles rugueuses qui répugnent aux délicats. Zola commence justement son roman par l'évocation du semeur, une toile considérée comme dangereusement socialiste en son temps. Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche, et de la droite, tous les 3 pas, il y prenait une poignée de blé, que d'un geste, à la volée, il jetait. Ses gros souliers trouaient et emportaient la terre grasse dans le balancement cadencé de son corps. Tandis que, à chaque jet, au milieu de la semence blonde toujours volante, on voyait luire les 2 galons rouges d'une veste d'ordonnance qu'il achevait d'user. Seul, en avant, il marchait, l'air grandi.
et derrière, pour enfouir le grain, une herse roulait lentement, attelée de 2 chevaux, qu'un charretier poussait à longs coups de fouet réguliers, claquant au-dessus de leurs oreilles. Comme Millet, Zola projette son personnage dans un premier plan brutal. Mais cette image idéalisée du semeur, qui plaisait aux républicains autant qu'elle affolait les conservateurs, est bien évidemment anachronique. Elle l'était en 1859, quand Millet peignait sa toile, elle l'était plus encore à la fin du Second Empire. Conscient de la difficulté, Zola justifie la scène. La parcelle de terre, d'une 50aine d'arts à peine, était si peu importante, écrit-il, que M. Hourdequin, le maître de la borderie, n'avait pas voulu y envoyer le semoir mécanique occupé ailleurs. Ce qu'il aime dans cette toile, c'est la vérité du geste, la présence charnelle de ce corps au balancement cadencé, la pesanteur des souliers s'arrachant à la glaise. Il note encore la lumière vibrante qui enveloppe le semeur, dont la silhouette se découpe à contre-jour dans la poussière volante des semences jetées au sillon. Comme Millet, Zola esquisse ainsi une série des travaux des hommes, une série des travaux des femmes. Après le semeur, c'est la femme faisant paître sa vache qui donne ses traits à Françoise. Jean descendait pour la dernière fois lorsqu'il aperçut, venant de Rognes, une grande vache rousse et blanche qu'une jeune fille conduisait à la corde. La petite paysanne et la bête suivaient le sentier qui longeait le vallon au bord du plateau. Et il la contemplait, surpris de la trouver presque femme déjà, avec sa petite gorge dure qui se formait, sa face allongée aux yeux noirs très profonds, aux lèvres épaisses d'une chair fraîche et rose de fruits mûrissants. La tête coiffée d'un bonnet rond, elle avait la peau très brune, hâlée et dorée de soleil. Plus loin, Zola donnera une réplique textuelle de la racleuse. Françoise, en robe de toile grise, avait noué sur sa tête un mouchoir bleu, dont les 2 côtés flottaient librement sur ses joues, lui protégeant le visage de l'éclat du soleil. Et d'un balancement de sa fourche, elle prenait l'herbe, la jetait dans le vent, qui en emportait comme une poussière blonde. Quant à Lise, elle incarnera la lessiveuse. L'eau de cendre bouillait dans un chaudron, accroché à la crémaillère, au-dessus d'un feu clair de peuplier, écrit Zola. Et les bras nus, la jupe retroussée, Lise, armée d'un pot de terre jaune, puisait de cette eau, arrosait le linge dont le cuvier était rempli. Le seau, sous le baquet, recevait les goutures continues de la lessive. Et voilà Jacqueline, barattant dans le petit jour de la laiterie, éclairée par un soupirail, les manches retroussées jusqu'aux aisselles, travaillant au milieu des jattes et des crémoires. Zola décrira encore les tondeurs installés sous un hangar, avec leurs grands ciseaux d'acier luisant. Sous la pointe rapide des ciseaux, la bête sortait de la toison comme une main nue d'un gant sombre, toute rose et fraîche, dans la neige dorée de la laine intérieure. Si les toiles de Millet fournissent au romancier un répertoire de motifs ethnographiques sur les travaux des champs et les tâches domestiques, il lui inspire aussi parfois des épisodes secondaires de l'intrigue. Regardons le bain de la gardeuse d'oie. Visiblement, la toile plaît au romancier. Que faire de cette gamine peu farouche qui a dépouillé robe et sabots pour se baigner en compagnie de ses oies, tandis que les 2 jarres semblent monter la garde? Olympe, dite la trouille, une gamine de 12 ans, maigre et nerveuse comme une branche de houx, aura un troupeau de 20 bêtes. Se servant de ses oies comme de vrais chiens, elle coulera le linge des blanchisseuses et reviendra plonger la nuit pour le reprendre. Protégée par son jarre, qui siffle dès qu'un importun menace de la surprendre, elle retrouvera son galant à l'abri d'une ligne épaisse de saules bordant la rivière. Les personnages de la Terre doivent donc leur gestuelle, leur physionomie, leur destin parfois à la peinture. Hilarion, une brute harassée de besogne, est le frère jumeau de l'homme à la houe, dans lequel les critiques de 1863 reconnaissaient le morne idiotisme des campagnes. Ce pauvre Hilarion bancal, la bouche tordue par un bec de lièvre, était sans malice, l'air caduc pour ses 24 ans, d'une hideur bestiale de crétin. Il se balançait sur ses jambes torses, mais il ne fléchissait pas.
d'une solidité de roc, d'une force musculaire à charrier un bœuf. Quant à sa sœur Palmyre, elle vient des Butler, une toile où les républicains disaient entendre la plainte des esclaves aux grandes dames des gens comme il faut. La misérable soulevait 3-4 javelles, tant que ses bras maigres pouvaient en contenir. Puis, avec un lien tout près, elle nouait sa gerbe fortement. Ce liage, cette besogne si dure que les hommes d'habitude se réservent, l'épuisait, la poitrine écrasée des continuelles charges, les bras cassés d'avoir à étreindre de telles masses et de tirer sur les liens de paille. Chez Zola comme chez Millet, le corps apparaît ainsi dans une outrance incompatible avec la bienséance bourgeoise. Le critique du Figaro, qui en 1857 voyait se préparer les émeutes et se profiler les échafauds de 1793 dans d'innocentes glaneuses, aurait sans doute hurlé au scandale devant l'image de Françoise moissonnant avec Buteau. Quand il la voyait, les fesses hautes, la tête au ras du sol, dans cette posture de femelle qui s'offre, sa langue paraissait se sécher davantage. Pire encore, Zola ose, comme Millet, faire de l'art avec du fumier. C'est le scandale provoqué par Courbet avec son enterrement à Ornans qui avait poussé Millet à relever le défi. Sous prétexte de réalisme, quelque peintre de la même école représentera bientôt un fumier, écrivait un critique en 1851. Quelques 3 ans plus tard, le paysan répandant du fumier défrayait à son tour la chronique. Zola, convaincu dès 1860 que chaque chose a sa poésie, le fumier comme les fleurs, n'a pas oublié l'enthousiasme qu'il avait éprouvé en découvrant la toile dans sa jeunesse. Vous remarquerez dans la première phrase le mot ciel au pluriel, ordinairement réservé à la peinture. Avant les labours d'hiver, la Beauce, à perte de vue, se couvrait de fumier sous les ciels pâles de septembre. Du matin au soir, un charriage lent s'en allait par les chemins de campagne, des charrettes débordantes de vieilles pailles consommées, qui fumaient d'une grosse vapeur, comme si elles eussent porté de la chaleur à la terre. Partout, les pièces se bossuaient de petits tas, la mer houleuse et montante des litières d'étables et d'écuries, tandis que, dans certains champs, on venait d'étendre les tas dont le flot répandu ombrait au loin le sol d'une salissure noirâtre. La mort allait refaire de la vie. La puanteur du fumier que Jean remuait l'avait un peu régaillardi. Il l'aimait, la respirait avec une jouissance de bon mal, comme l'odeur même du coït de la terre. La critique, on s'en doute, sera impitoyable avec le romancier qui, non content de peindre du fumier, explore en ethnographe la composante scatologique de la culture populaire. Le 18 août 1887, le Figaro publie le Manifeste des Saints contre la terre, un pamphlet d'une violence inouïe, dénonçant un Zola coprolalique, descendu au fond de l'immondice, un Zola impuissant, cherchant des compensations érotiques dans les fosses de vidange. Les gardiens de la décence, évidemment, n'ont pas été sensibles à l'art du paysage qui inspire la description de Zola. Or, c'est bien le paysagiste que célèbre ici le romancier. « Je me souviens des premières peintures que j'ai vues de M. Millet, écrit-il en 1866. Les horizons s'étendaient larges et libres. Il y avait sur la toile comme un souffle de la terre, 1, 2 figures au plus, puis quelques grandes lignes de terrain, et voilà qu'on avait la campagne ouverte devant soi, dans sa poésie vraie, dans sa poésie qui n'est faite que de réalité. D'emblée, l'église de Rognes, avec son clocher de pierre grise, habité par des familles de corbeaux, tournoyant dans un ciel couleur de suie, paraît évoquer l'église de Gréville, et Zola entame, comme le peintre, une série des 4 saisons où la plaine décline ses infinies variations. Dès 1855, dans Les Glaneuses l'été, Millet avait peint des blés aux aigrettes de flammes roses, des meules flambantes d'un côté, déjà noires de l'autre, qui anticipaient celles de Monet. Recouverte d'un fin suaire de neige, d'une légèreté et d'une pureté d'hermine dessinant les arêtes des sillons, la parcelle que Jean vient d'ensemencer rappelle Hiver au corbeau. La charrue et la herse sont encore là dans la toile de Millet, témoins du labeur interrompu par une tombée de neige précoce. Ailleurs, Zola reprend l'effet de nuit du parc à moutons au clair de lune. Comme dans la toile, la lumière semble sourdre du troupeau. Jean aperçut à gauche des centaines d'yeux phosphorescents qui flambaient, pareils à des chandelles. C'étaient les moutons dans leur parc, le long duquel ils passaient.
et seul le berger restait debout, au milieu de la plaine rase, noyée de nuit. Mais voilà qu'un orage éclate, et c'est la nuit étoilée qui inspirera Van Gogh. La nuit, d'un bleu sombre, criblée d'étoiles, était lourde et brûlante. Dans l'air immobile, on sentait le passage au loin de quelque orage dont on ne voyait du côté de l'est que des réverbérations d'éclairs. La Beauce à l'infini s'étendait, écrasée sous un sommeil de plomb. On en sentait la désolation muette, les chaumes brûlés, la terre écorchée et cuite. Au ras de l'horizon, des éclairs traçaient une raie violâtre, rapide et triste. Millet a en effet joué un rôle essentiel dans la genèse de l'impressionnisme. Pour Zola, il fait partie des artistes révolutionnaires partis à la conquête du paysage en un temps où le genre était si méprisé, si suspect de connivence démocratique aux yeux des bonapartistes, que Nieuwerkerk, le surintendant des beaux-arts de Napoléon III, en avait même supprimé le prix. Ils emportèrent leurs boîtes de couleurs dans les champs et les prés, dans les bois où murmurent les ruisseaux, et tout bêtement, sans apprêt, ils se mirent à peindre ce qu'ils voyaient de leurs yeux autour d'eux, les arbres au feuillage tremblant, le ciel où voguent librement les nuages.